Ravi de vous retrouver, chers auditeurs. Il est 18h. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. L'heure des comptes a sonné pour l'ancien patron de l'I2AF. Le procès Lamine Diack a débuté ce lundi à Paris sans les avocats de Pape Massata Diack. Bloqués au Sénégal, ils avaient demandé le report, une violation des droits de la défense selon maître Moussa Sarr. L'affaire Lamine Diack, une autre humiliation de la race noire, déplore Horizon sans frontières. Boubacar Seye appelle à une forte mobilisation pour dire non et interpelle les organisations internationales et l'État du Sénégal. Le coronavirus, toujours d'actualité, 2 cas importés de plus ce lundi, 9 cas communautaires et 88 contacts. En tout, 99 nouvelles contaminations enregistrées. Les cas communautaires tous identifiés à Dakar. À Dakar, où les mesures barrières sont à moitié appliquées à cause de l'assouplissement des mesures restrictives par le gouvernement. Un reportage de Fatoumata Diallo à suivre dans ce 18h. Nous parlerons également de la reprise du transport interurbain. La gare de Rufisque a repris ses activités. Le dispositif est bien respecté, mais il faudrait améliorer le manifeste selon le ministre des Transports qui a présidé la réouverture officielle de la gare routière de Rufisque. La page ICO avec Habseli Manouane va compléter cette édition. Voilà pour les titres. Sud-Soir est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Le procès Lamine Diack a débuté à Paris ce lundi, mais sans les avocats de Pape Massata Diack bloqués au Sénégal. Des avocats scandalisés qui avaient demandé le report, selon maître Moussa Sarr, l'un des conseillers de Pape Massata Diack. C'est une violation des droits de la défense et un procès à charge. Maître Moussa Sarr avec El Hadj Malick Ndiaye. Mais nous sommes scandalisés par ce qui vient de se passer. Dans le cadre de ce procès, si vous vous rappelez bien, la première audience était fixée le 13 janvier 2020. Nous nous sommes rendus, moi et mon confrère maître Fall du Sénégal, qui sommes les principaux avocats de Pape Massata Diack en France pour la tenue de ce procès. Et le parquet a argué de la réception tardive de la commission rogatoire internationale pour demander le renvoi pour mieux prendre connaissance du dossier. Et nous sommes revenus au Sénégal. Entre-temps, il y a eu la pandémie du coronavirus qui fait que la France a fermé ses frontières comme le Sénégal. Aujourd'hui, le procès était programmé. Nous avions déposé une demande de renvoi pour nous permettre de se déplacer. Ce que la juridiction française a refusé, que nous estimons être une violation des droits de la défense. Les droits de la défense sont absolus et ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction. En nous refusant ce renvoi, on viole ces droits-là et on aboutira à un procès qui ne serait pas juste et équitable. Pourtant, selon la présidente du tribunal, Massata Diack peut être bien représenté par ses avocats français. Non, Massata n'a pas des avocats français. Ses principaux avocats, c'est moi et maître Fall du Sénégal, qui l'assistent depuis la commission rogatoire et bien avant. Donc, il n'a pas d'avocat français principalement. L'avocat français que nous avons conçu nous-mêmes, à savoir moi, maître Sarr et maître Fall, c'était dans le cadre d'une élection de domicile pour pouvoir nous faire les démarches auprès du tribunal pour récupérer les dossiers de procédure. Donc aujourd'hui, on ne va pas arguer de ça pour dire qu'il a des avocats. C'est un avocat français que nous avons constitué dans le cadre d'une postulation. Donc les principaux avocats de Massata Diack sont des avocats sénégalais. Celui français est là dans le cadre d'une postulation. Il ne maîtrise pas autant le dossier que nous parce que c'est juste dans le cadre d'une postulation. Maître Moussa Sarr, un des avocats de Pape Massata Diack bloqué au Sénégal, il sera notre invité en fin d'édition. Un des plus grands complots du siècle contre le continent noir, l'affaire Lamine Diack est une autre humiliation de la race noire, dénonce Horizon sans frontières. Selon son président, l'unique objectif de ce procès est de discréditer l'ancien patron de l'I2AF. Boubacar Seye appelle à une forte mobilisation pour dire non et interpelle l'ONU, l'UA ainsi que l'État du Sénégal, les autorités sénégalaises qui devraient apporter leur assistance sur le plan diplomatique. Boubacar Seye, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Vous savez, ce procès est pour nous l'un des plus grands complots, pour ne pas dire procès, contre le continent noir. Je dirais même comme la mort de Floyd, l'affaire Lamine Diack est une autre tentative d'humiliation de la race noire. Et aujourd'hui, s'il est vrai que blancs, noirs, africains, asiatiques et occidentaux, nous sommes égaux devant la loi,
le droit sera dit et Lamine Diack sera libre pour pouvoir enfin rentrer au Sénégal. Parce que quand même, ça a trop duré, la comédie a trop duré et il faudra que, effectivement, tout le monde se lève aujourd'hui pour dire non. C'est la raison pour laquelle Horizon Sans Frontières aujourd'hui interpelle les Nations Unies, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Union africaine et même l'État du Sénégal quand même. Parce que je rappelle que Lamine Diack est un Sénégalais et il a un devoir quand même de protection. L'État du Sénégal devrait quand même apporter son assistance sur le plan diplomatique et juridique. Malheureusement, on l'a pas tant entendu sur le cas Lamine Diack, qui est pour nous un complot visant à salir, voire diaboliser le continent qui regorge de ressources humaines de qualité pour les empêcher d'accéder à de hautes responsabilités. Sud FM, l'info, c'est ici. Le point sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Les résultats virologiques publiés ce lundi ont révélé 99 nouvelles contaminations. Il s'agit de 88 cas contacts, 2 cas importés et 9 issus de la transmission communautaire, tous identifiés à Dakar. Le bilan grimpe à 4427 cas diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus. Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice de la santé au l'écoute. Ce lundi 8 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 88 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 9 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Pikine 1, Ben Tali 1, Yoff 1, HLM 5 1, Cambérène 1, Keur Massar 1, Fass 1 et Colobane 1. Donc tous les cas communautaires aujourd'hui sont à Dakar. 111 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4427 cas ont été déclarés positifs, dont 2699 guéris, 49 décédés et donc 1678 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. 4427 cas positifs déclarés, le coronavirus étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire alors que l'assouplissement des mesures restrictives par les autorités entraîne le relâchement. Le virus est toujours présent dans le pays, raison pour laquelle ses concitoyens appellent au respect des mesures barrières. Reportage signé Fatoumata Diallo. Le coronavirus étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire alors que l'assouplissement des mesures restrictives par les autorités entraîne le relâchement. Le port de masque n'est plus de mise pour certains. Des rassemblements sans respect de la distanciation sociale, les Sénégalais ont repris leurs vieilles habitudes. Croisés à Sacré-Cœur, pyrotechnie, cette dame les incite à respecter les mesures barrières. Donc quelque part, les gens ont beaucoup relâché, peut-être à cause des assouplissements, des mesures restrictives, parce que soit ils ne croient pas, ou peut-être ils se disent la maladie est contrôlée, c'est derrière nous. Il faut continuer de respecter les mesures barrières. Pour Ismaël Ba, ces mesures d'assouplissement devraient être accompagnées par une bonne stratégie de communication gouvernementale. Pour moi, en général, si je fais grosso modo, c'est à cause de la communication du chef de l'État. Lors de sa deuxième sortie, quand il avait dit qu'il faut essayer de vivre avec le virus, je pense que c'est pour ça que les Sénégalais ont baissé un peu les gardes. Mais pour les associer, les chefs de quartier, les AIC, les sportifs, pour moi, ça pourra au moins améliorer la situation. Madame Sambo pense que c'est un manque de conscience à l'endroit de certains concitoyens avec la multiplication des cas communautaires. Sûrement, c'est un manque de conscience, je sais pas, de responsabilité, je sais pas, franchement. Ce qui leur pousse à agir comme ça. L'heure n'est pas au relâchement. Le virus est toujours présent dans le pays. Plus de 4000 cas sont officiellement déclarés. La situation est grave. Raison pour laquelle ses concitoyens appellent au respect des mesures barrières, notamment le port de masques, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique, surtout éviter les rassemblements.
Reprise du transport interurbain à Rufisque. Le premier bus horaire a quitté ce matin vers 7h11. Le dispositif a été bien respecté, mais il faudrait améliorer le manifeste, précise le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Oumar Youm, qui a présidé la réouverture de la gare routière de Rufisque de Nizia Sambou. Décalé pour être désencombré et bien nettoyé, le trafic a finalement repris ce lundi à la gare routière de Rufisque. En visite sur le terrain, le ministre des Transports terrestres, Oumar Youm, s'est félicité du dispositif. Ce que j'ai vu ici, en moins de 48 heures, nous avons vu que toutes les dispositions ont été prises. En termes d'abord de respect du protocole sanitaire à l'entrée, où les passagers sont déjà accueillis avec tout le dispositif nécessaire de lavage des mains, de port du masque qui est obligatoire et aussi d'accompagnement. Mais ensuite d'enregistrement, ce qu'on appelle le manifeste, ce qui n'est pas difficile et que nous allons améliorer. Parce que pour l'instant, comme on l'a dit dans l'arrêté que je viens de prendre, le manifeste peut être sur support papier comme ça peut être sur support électronique. Mais petit à petit, avec pédagogie, accompagnement, je suis sûr que les transporteurs vont s'adapter à cette nouvelle législation. Selon Oumar Youm, l'assouplissement des mesures par le gouvernement ne signifie pas relâchement. Nous n'avons pas relâché. Donc respectons les gestes barrières, mettons les masques, lavons-nous les mains à la descente des moyens de transport. Faisons ce qu'il faut pour éviter de transporter le virus dans nos familles, transporter le virus dans les espaces de transport. Et ça, ce serait vraiment l'échec total qu'à la suite de la levée de l'interdiction, que les gens se relâchent, que rien ne soit respecté, parce que ce serait dangereux. 6 millions de francs CFA, la part de la gare routière de Rufisque sur les 300 millions alloués aux 60 gares routières du pays. La gare a aussi reçu du ministère 2000 masques lavables et une centaine de bouteilles de gel. Le président de la gare, Fallou Samb, a invité ses camarades au sens de la responsabilité. Il faut qu'on puisse prendre nos responsabilités en main. On a demandé l'ouverture des gares routières, on l'a ouvert. Maintenant, ce qui reste, c'est de prendre nos responsabilités et d'éviter que le virus se propage à travers nous. Ça nous fera l'ennemi de tous les Sénégalais. Nous sommes responsables. On a des familles. Chacun de nous doit normalement penser et éviter de venir à la gare, piquer le virus et l'amener dans sa famille. Donc, il faut aussi qu'on fasse de sorte que personne ne transite à partir de cette gare avec le virus pour contaminer le pays. Pour rappel, le premier bus horaire a quitté ce lundi à 7h11. Rufisque de Nizia Sambou pour Sud FM. Quel est l'impact de la pandémie sur le monde du travail? La CNTS-FC va faire une évaluation exhaustive dans le public, le privé et l'informel. Mais déjà, des dysfonctionnements sont notés dans le secteur minier, dans l'hôtellerie, des emplois sans salaire, des employeurs portés disparus, nous révèle le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, au micro d'Isegnan. On va très certainement faire l'évaluation exact de la situation de la crise sur le monde du travail, mais en attendant, il nous est parvenu quand même quelques anomalies dans certaines entreprises. Dans les industries minières, par exemple, nous avons noté qu'au niveau de la Somiva, des phosphates de Dendori dans le Matam, il y a quand même des travailleurs qui n'ont pas leur salaire depuis plusieurs mois. Dans le groupe TSE également, on vit la même situation. Il faut aussi noter que à Mako, dans le Kédougou, dans les sociétés orifères, il y a des travailleurs qui n'ont pas perçu de salaire durant les 3 mois de crise. Dans le secteur hôtelier, nous avons noté qu'au niveau des bars, des casinos et certains restaurants, une situation quand même difficile s'est produite parce que des employeurs qui disparaissent comme ça, sans au préalable discuter avec les responsables syndicaux, il y a aussi une situation comme ça. À l'hôtel Faidherbe, tous les travailleurs sont pratiquement licenciés. Par conséquent, c'est des situations que nous avons commencé à recenser et qui pose problème. Au niveau du groupement industriel des Nima, c'est une unité industrielle qui fabrique des détergents. Là également, il y a d'énormes problèmes. Maintenant, pour ce qui concerne le soutien qui a été décidé par le chef de l'État pour les entreprises impactées dans le secteur touristique, nous avons également noté qu'à Saint-Louis, aucun hôtel, aucun établissement hôtelier n'est encore secouru par cette aide-là. La synthèse force du changement, comme à l'accoutumée, se fera le devoir de faire une évaluation exhaustive de l'impact de la crise dans le monde du travail, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé, mais aussi au niveau du secteur informel. Nous ne laisserons aucun secteur en rade. Le moment venu,
nous nous adressons à l'opinion pour édifier l'opinion sur l'impact de la crise dans le monde du travail, y compris les secteurs les plus agités qu'on a connus. Agités, l'enseignement et la santé qui ont bravé cette crise de la plus belle manière. Plus de 62 000 masques ont été collectés par les femmes de la région de Fatick sur un objectif de 50 000. C'est dans le cadre du projet Une femme sans masque, initié par Thérèse Faye Diouf. Ces propos sont recueillis par Ngor Sarr. Aujourd'hui, nous sommes à Foundiougne pour remettre presque plus de 27 000 masques qui ont été collectés par les femmes du département de Foundiougne à monsieur le préfet de Foundiougne. Cette initiative a été lancée par madame le ministre de la Femme pour quand même impulser un élan de solidarité nationale pour la collecte des masques et le redistribuer au niveau des familles quand même démunies, au niveau des daara, au niveau des acteurs qui sont dans les gares routières, dans les marchés, mais également toute autre catégorie socio-professionnelle ou couche qu'on peut cibler qui est dans le besoin. Toutes les femmes du département de Foundiougne se sont mobilisées pour collecter plus de 27 000 masques qu'elles vont redistribuer au niveau de ces couches dont j'ai cité tout à l'heure. Et à Fatick également, toutes les femmes se sont mobilisées pour collecter presque 20 000 masques. Et ces masques ont été remises à madame le gouverneur. Et également les femmes qui sont dans les communes vont continuer la distribution au niveau des cibles, comme les femmes qui s'activent dans les marchés, celles qui sont dans les gares routières, les écoles, les daara, etc., etc. et même les familles qui sont dans les besoins. Au niveau de la région, nous avions un objectif qui nous a été assigné qui était de 50 300 et la région de Fatick a collecté 61 300. Donc la contribution de Foundiougne, nous l'avons, la contribution de Fatick, nous l'avons. Et même pour la contribution de Fatick, nous avons reçu ce matin 1000 autres masques. Ce qui fait que nous avons remis à madame le gouverneur 20 000 masques avec les 1000 que nous avons reçus aujourd'hui, c'est 21 000. Il nous reste maintenant le département de Gossas. Mais les statistiques que nous avons dans tout le département fait que nous avons mobilisé 61 300 masques. Si je rajoute les masques, les 1000 masques que nous avons reçus aujourd'hui, c'est 62 300 masques. Le village insulaire de Djinak-Bara dans la commune de Toubacouta, c'est à Foundiougne, est privé d'eau depuis plus de 30 jours. Pour se procurer le liquide précieux, les populations se cotisent au quotidien pour aller à Bankindik en territoire gambien avec des pirogues. Elles sont finalement soutenues par 2 autres îles. Ngor Sarr. SOS pour Djinak-Bara, un village des îles du Saloum privé d'eau depuis le 29 avril dernier. Le forage réalisé à Simondienne dans la commune de Nioro-Santal dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable des îles du Saloum qui ravitaille le village est tombé en panne. Pour se procurer le liquide précieux, les populations se cotisent pour aller à Bakindik en territoire gambien avec des pirogues. Souleymane Bodjan, représentant des jeunes. On quitte le village à 7h du matin pour aller vers Bakindik, 15 km du village en traversant la pirogue, en mettant des bidons de 20 litres dans des pirogues. Et chaque ménage aussi cotise une somme de 1500, de 1700 environ pour aller chercher du carburant et aller vers Bakindik pour aller chercher de l'eau liquide. La population est en train de chercher de nuit et jour. Les populations de Betenti et de Bosinkan sont obligées d'envoyer chaque jour des pirogues remplies de bidons à Djinak-Bara vu la gravité de la situation dans l'île. Le village de Betenti et le village de Bosinkan, chaque jour ce sont ces villages qui nous viennent en aide. Il y a des associations qui cotisent là-bas. Donc ces associations s'organisent pour amener 100 à 300 voire 500 bidons tous les jours. Nous aussi on s'organise pour que chaque ménage puisse avoir 2 à 3 bidons. Ils traversent l'océan pour venir ici. Vous voyez comment c'est risqué. La déception est grande dans ce village de la commune de Toubacouta où aucune mesure d'hygiène n'est respectée pour la lutte contre la Covid-19. Quand on dit il faut laver les mains, maintenant la population ne lave pas les mains. Quand on dit il faut respecter par exemple la distanciation, imaginez quand l'eau est arrivée, comment la population va se sentir? Est-ce qu'il y aura une distanciation? Non, on ne peut pas respecter cette distanciation-là. Les jeunes lancent un cri de cœur au chef de l'État. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM.
Longtemps rejeté par les populations de Yen, Ndayan et Popenguine, le projet du port de Ndayan va bientôt voir le jour. Les discussions seront bientôt entamées entre les autorités portuaires et les populations, révèle le directeur général du port autonome de Dakar, Aboubakar Sadir Bey, interrogé par Denisia Sambou. Nous sommes venus à Yen aujourd'hui pour apporter l'appui du port autonome de Dakar aux populations de Yen dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous en avons profité aussi pour rencontrer le maire et lui dire que, sur instruction du président de la République, les échanges devront commencer entre le port de Dakar et les populations de Yen, de Ndayan, de Popenguine sur le grand projet du port de la zone. Ndayan, Popenguine, Yen. Nous avons toujours, pris le soin de ne pas commencer les échanges avec les populations puisque nous n'avions pas encore tous les détails du projet. Aujourd'hui que ces détails du projet nous sont connus et que le président a donné le tempo pour qu'on aille plus vite dans le cadre de l'exécution de ce projet qui va être le plus grand projet que le Sénégal ait connu depuis son indépendance. Donc nous sommes venus d'abord pour les populations pour leur apporter notre appui en masque, en riz, huile, sucre, compte tenu des difficultés liées au manque d'activité économique. Donc nous avons décidé d'appuyer les populations, mais nous en profitons aussi pour dire que dans les jours à venir, nous serons très fréquents ici, monsieur le maire, pour vous rencontrer, pour échanger avec les populations, pour leur expliquer le projet, pour recueillir leurs avis et suggestions, pour les impliquer davantage dans ce que nous voulons construire. Nous pouvons leur dire aussi que nous avons beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec eux en termes de retombées économiques de ce projet, surtout pour les jeunes. C'est un terrain qui est propice pour ce que nous voulons faire, autant en termes de situation géographique qu'en termes de ressources humaines. Et nous sommes prêts à accompagner les populations et nous sommes sûrs aussi que les populations sont prêtes à nous accompagner parce que ce que nous voulons faire est un port en eau profonde qui va servir l'Afrique de l'Ouest, qui va permettre à l'Afrique de s'ouvrir davantage dans le monde. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'Organisation mondiale de la santé a estimé lundi que la pandémie liée au coronavirus s'aggravait dans le monde, mettant en garde contre tout laisser-aller. Bien que la situation en Europe s'améliore dans le monde, elle s'aggrave, a déclaré le patron de l'OMS. La France a enregistré 54 décès liés au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant à 29 209 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un bilan communiqué lundi par la Direction générale de la santé. Par ailleurs, le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue sa décrue lente mais régulière. La Russie a annoncé ce lundi une réouverture partielle de ses frontières fermées depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Selon un décret signé ce matin par le chef du gouvernement, les Russes pourront quitter le territoire national pour raisons médicales et professionnelles, tandis que les ressortissants étrangers pourront venir se faire soigner dans le pays ou s'ils doivent s'occuper de proches. 18h24 minutes, nous accueillons notre invité. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Maître Moussa Sarr, un des avocats de Pape Massata Diack. Il est interrogé par Elhadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Maître Moussa Sarr. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat de Pape Massata Diack dans le cadre de la corruption à l'IAAF. Alors, le procès Lamine Diack impliquant votre client se tient présentement à Paris sans vous, les avocats sénégalais. Quelle est votre première réaction en tant qu'avocat que vous êtes? Mais nous sommes scandalisés par ce qui vient de se passer. Dans le cadre de ce procès, si vous vous rappelez bien, la première audience était fixée le 13 janvier 2020. Nous nous sommes rendus, moi et mon confrère Maître Fall du Sénégal, qui sommes les principaux avocats de Pape Massata Diack en France pour la tenue de ce procès. Et le parquet a argué de la réception tardive de la Commission rogatoire internationale pour demander le renvoi pour mieux prendre connaissance du dossier. Et nous sommes revenus au Sénégal. Entre-temps, il y a eu la pandémie
du coronavirus qui fait que la France a fermé ses frontières comme le Sénégal. Aujourd'hui, le procès était programmé. Nous avions déposé une demande de renvoi pour nous permettre de se déplacer. Ce que la juridiction française a refusé, que nous estimons être une violation des droits de la défense. Les droits de la défense sont absolus et ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction. En nous refusant ce renvoi, on viole ces droits-là et on aboutira à un procès qui ne serait pas juste et équitable. Pourtant, selon la présidente du tribunal, Massata Diack peut être bien représenté par ses avocats français. Non, Massata n'a pas des avocats français. Ses principaux avocats, c'est moi et Maître Fall du Sénégal, qui l'assistent depuis la commission rogatoire et bien avant. Donc, il n'a pas d'avocat français principalement. L'avocat français que nous avons conçu nous-mêmes, à savoir moi, Maître Sarr et Maître Fall, c'était dans le cadre d'une élection de domicile pour pouvoir nous faire les démarches auprès du tribunal pour récupérer les dossiers de procédure. Donc aujourd'hui, on ne va pas arguer de ça pour dire qu'il a des avocats. C'est un avocat français que nous avons constitué dans le cadre d'une postulation. Donc les principaux avocats de Massata Diack sont des avocats sénégalais. Celui français est là dans le cadre d'une postulation. Il ne maîtrise pas autant le dossier que nous parce que c'est juste dans le cadre d'une postulation. Donc Maître Bokké ne peut pas représenter Pape Massata Diack? Non, on ne dit pas qu'il ne peut pas le représenter. Il ne peut pas le représenter aussi valablement que nous. Pape Massata Diack a principalement deux avocats sénégalais, moi et Maître Fall. C'est nous, deux avocats sénégalais, qui ont constitué cet avocat français dans le cadre d'une élection de domicile pour être notre représentant en France pour récupérer les éléments du dossier. Donc lui, il n'était pas constitué pour plaider le dossier, mais juste nous donner son appui dans le cadre de la collecte des informations. C'est ça. Donc c'est un coup d'état judiciaire de nous empêcher de défendre notre client valablement. Le procès se tient sans les avocats de Pape Massata Diack. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il n'y a pas à faire concrètement pour le moment. On a pris acte et on attend. Et on va en tirer toutes les conséquences. Parce que c'est une violation des droits de la défense, manifestement. Aujourd'hui, il est clair qu'on n'aura pas droit à un procès juste et équitable. Parce que si vous empêchez les deux avocats d'un prévenu de comparaître, défendre, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inqualifiable. Au prétexte que ces deux avocats avaient élu domicile dans le cadre d'un cabinet français. Et que cette personne suffit pour le défendre. C'est pas admissible cela. Et pourtant, lorsque nous étions déplacés le 13 pour défendre le dossier, le parquet a estimé ne pas être prêt pour plaider le dossier et avait demandé le renvoi en vertu de ce paralysme des formes. Et aujourd'hui, nous sommes une possibilité absolue parce qu'une force majeure de se déplacer, le procès devrait être renvoyé. Sinon, on a droit à un procès à charge contre notre client. Donc, c'est Pape Massata Diack qui est lésé dans cette affaire? Mais manifestement, quand vous empêchez un client qui a des avocats régulièrement constitués, moi et Maître Fall, nous sommes régulièrement constitués dans ce dossier. Le tribunal, à la dernière audience du mois de janvier, a noté notre constitution. Nous avions pris la parole à cette audience. Et si aujourd'hui, on nous empêche de revenir en place plaider, Pape Massata est manifestement lésé. On a droit à un procès à charge. Le procès n'est plus équitable. C'est pour faire la part belle au parquet. Aussi simple que ça. Donc c'est un procès injuste et inéquitable. Un procès à charge. Est-ce qu'il y a des possibilités de saisir d'autres juridictions pour dénoncer ce que vous qualifiez de procès à charge? Naturellement, dans le cadre d'un procès, on attendra pour voir la décision qui sera rendue. Le procès vient de commencer. On est en première instance. Il y a possibilité d'appel. En fonction de la décision qui sera rendue, il y a une possibilité de pourvoi en cassation. La possibilité également de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a plusieurs possibilités. Maintenant, nous n'en sommes pas encore là. Nous attendons pour voir la suite. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est de dénoncer cette attitude de la justice française en empêchant aux avocats de Pape Massata de se déplacer et de plaider pour son compte. Maître Moussa Sarr, je vous remercie. Merci bien. Je rappelle que vous êtes avocat et conseiller de Pape Massata Diack dans l'affaire L'I2AF. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour.
et bienvenue. Contrairement à certaines informations parues dans la presse, le délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam, professeur Abdoul Aziz Kébé, fait savoir qu'il n'y a aucun changement concernant le Hajj 2020. Prétexte pour nous intéresser aux différentes dépenses des voyagistes privés afin de convoyer correctement les pèlerins. Pour ce faire, nous recevons Mamadou Gueye, le secrétaire général du regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal. Si je prends l'exemple de ma structure, cette année, on réclamait aux pèlerins la somme de 3 500 000 francs pour effectuer le pèlerinage. Mais il est bon de préciser que la presque totalité de cette somme est consacrée au bien-être du pèlerin pour qu'il puisse accomplir son voyage dans les meilleures conditions. Avec cet argent, il faut acheter un billet d'avion, ce qui tourne autour de 1 300 000 pendant la période du Hajj. Il faut un hôtel à Médine. Le lit coûte entre 300 000 francs et 500 000 francs. Tout dépend du standing de l'hôtel. Un hôtel à la Mecque peut coûter entre 800 000 et 1 million. Mais également, pour pouvoir obtenir le visa, il y a des taxes à payer au Royaume d'Arabie Saoudite par pèlerin qui tourne autour de 300 000 francs. Il faut la restauration au niveau de Mouna Arafat. Ça tourne autour de 50 000. La restauration au niveau de la Mecque également. Il faut engager un médecin. Il faut un guide religieux. Mais bien avant cela, il y a également l'étape de Dakar. Parce que la structure qui accompagne les pèlerins, son budget de fonctionnement doit être tiré des contributions des pèlerins. Parmi les conditions qui sont mises en place pour obtenir l'agrément pour pouvoir convoyer les pèlerins, il y a obligatoirement un local qui fait office de bureau. Il faut être à jour avec les charges fiscales. Une structure qui a un quota de 100 pèlerins et qui réclame à chaque pèlerin la somme de 3 500 000 francs, ce qui lui fait la rondette somme de 350 millions. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, il peut se dire que c'est beaucoup d'argent. Mais si à la fin de l'exercice, ce responsable de structure se retrouve avec un bénéfice de 5 millions, c'est parce qu'il est chanceux, et très chanceux même. Souvent, nous avons l'habitude de voir des responsables d'agences qui, au retour de l'Arabie Saoudite, ont beaucoup de dettes. Les voyagistes privés sont les plus impactés par la Covid-19, d'après le secrétaire général du Renofus. Parce qu'avant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne prenne des mesures concernant l'état d'urgence, la première mesure qu'il a prise concernant cette pandémie, c'était de demander aux organisateurs du pèlerinage de suspendre toutes les opérations liées au Hajj. Et ça, c'était depuis le 11 mars. Maintenant, avec les mesures d'assouplissement, toutes les activités commencent à redémarrer petit à petit et dans tous les secteurs, excepté le Hajj. Parce que si le Hajj n'est pas organisé cette année, on est obligé d'attendre l'année prochaine. Ce qui veut dire que la principale source de revenus de ces organisateurs n'existe plus. Et pourtant, les charges qui incombent à ces organisateurs continuent d'exister. Sud FM vous remercie, Mamadou Gueye. C'est moi qui vous remercie, absolument. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisen. Le rappel des titres, l'heure des comptes a sonné pour l'ancien patron de l'I2AF. Le procès Lamine Diack a débuté ce lundi à Paris sans les avocats de Pape Massata Diack. Bloqués au Sénégal, ils avaient demandé le report, une violation des droits de la défense selon Maître Moussa Sarr. L'affaire Lamine Diack, une autre humiliation de la race noire, déplore Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye appelle à une forte mobilisation pour dire non, interpelle les organisations internationales et l'État du Sénégal. Le coronavirus, toujours d'actualité. 2 cas importés de plus lundi, 9 cas communautaires et 88 cas contacts. En tout, 99 nouvelles contaminations enregistrées. Les cas communautaires tous identifiés à Dakar. À Dakar, où les mesures barrières sont à moitié appliquées à cause de l'assouplissement des mesures restrictives par le gouvernement. Reprise du transport interurbain, la gare de Rufisque a repris ses activités, le dispositif bien respecté, mais il faudrait améliorer le manifeste selon le ministre des Transports qui a présidé la réouverture officielle de la gare routière de Rufisque. L'actualité internationale et la page économique ont bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Lavez-vous régulièrement les mains, gardez la distance et restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio. Tout de suite, Sud Nutrition, suivi du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dia.
Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre cette nutrition.